Bonjour Philippe François. Bonjour monsieur. Comment vivez-vous ces heures de liberté retrouvée et surtout, j'allais dire, comment vivez-vous ces heures où vous avez vu précisément un pouvoir malgache renversé, celui-là même qui vous accusait de vouloir le renverser? Ouais, ça fait un peu l'arroseur arrosé. J'ai trouvé ça assez amusant. Ça m'aurait fait rire si j'avais pas été en prison. Mais donc il y a une espèce de la roue tourne. Donc après moi je le vis. Moi je vois là aussi l'intérêt du peuple malgache. J'espère que de ce pouvoir adviendra un sort meilleur pour Madagascar. Il mérite vraiment d'être bien gouverné. Voilà, ça fait quand même assez longtemps que on connaît un peu la gabegie de ce pouvoir. Donc moi c'est le vœu que je formule en fait, c'est que ce peuple soit mieux gouverné, aille mieux. C'est un pays extrêmement riche de ses richesses naturelles et riche aussi des gens qui le composent, qui sont... c'est un beau peuple, le peuple malgache, donc il mérite vraiment ça. Donc voilà. Vous avez donc passé quelques temps à Madagascar avant d'être emprisonné. Votre histoire, donc votre cauchemar, on l'a vu, on vient de l'entendre, débute en 2021. Vous faites du business à Madagascar, vous comptez revenir en France pour marier votre fille et vous êtes condamné donc pour une tentative de coup d'État. Est-ce que vous avez vraiment compris pourquoi aujourd'hui vous avez été condamné? Oui, j'ai parfaitement compris. En fait, c'est un espèce de jeu à trois. Le premier conseiller de l'ambassade et l'ambassade se montaient assez critiques contre le pouvoir en place. Donc il y avait des critiques assez souvent dans les réseaux sociaux et autres, et puis ça commençait un petit peu à patienter le pouvoir. Mon associé était premier ministrable, c'est-à-dire qu'il pouvait accéder à la primature, et le président Radzoel, en fait, avait comme possibilité de le nommer Premier ministre. Moi, j'étais le colonel de service qui avait quitté l'armée depuis quasiment 10 ans. Donc, à part mes amis, j'avais pas de lien avec l'armée. Donc, en fait, l'idée a été d'éliminer à la fois ce premier conseiller, cette ambassade qui les gênait énormément, et d'éliminer un candidat à la primature. Donc, il fallait un espèce de colonel barbouze, et j'ai joué ce rôle-là. Donc, c'est pas à cause de mon nom que je me suis retrouvé dans cette affaire. C'est qualité d'ancien colonel. Voilà. Donc, voilà comment ça s'est fait. Donc, les motifs du complot sont extrêmement clairs. Donc ça a été monté par le Premier ministre, Tsai, très certainement avec l'appui de Mam Ravatmang, qui est l'éminence grise, qui a été l'éminence grise de ce pouvoir, parce que Tsai n'aurait jamais fait ça de sa propre initiative. En tout cas, ça n'a pas été fait par le président Radzoel. Au contraire, ça a été fait dans son dos. Ça, c'est important à le comprendre. Mais une fois que l'accusation a été lancée, le président Radzoel a dû prendre le train en marche et dire non, c'est un complot, comme les relations à ce moment-là étaient exécrables avec la France, à cause des îles Éparses, et puis globalement, le climat n'était pas très sain entre les deux pays. Eh bien, ils ont enfourché ce cheval de bataille et puis ils ont utilisé cette affaire-là. Voilà. Vous avez passé 2 ans en détention dans une prison près d'Antananarive. Vous dites que vous avez été bien traité. On se demande comment sont traités les gens qui sont maltraités parce que les conditions quand même semblaient assez spartiates. Alors en fait, on était à l'isolement. Donc, alors ce que nous avaient dit les surveillants, ils nous avaient dit vous avez fait 5 mois à l'isolement, donc 23 heures sur 24 dans une cellule, 1 heure de promenade dans une petite cour. Et ils nous ont dit vous avez battu un record parce que le dernier qui a tenu le plus longtemps, c'était 3 semaines. Et vous avez fait 5 mois. Donc nous, on voulait pas leur donner l'apparence de faiblir, de faillir. Donc on est resté fort. Pourquoi ? Pour pas leur donner ce plaisir. Ceux qui nous avaient mis en prison auraient été trop heureux de nous voir dégringoler complètement. Donc déjà rien que par fierté. Et puis quand vous êtes en prison, vous n'avez pas le droit de vous laisser aller. Dans la vie en général, mais en prison encore plus. La prison, c'est un milieu hostile, comme le désert, la plongée, la jungle. Et dans des milieux hostiles, en fait, les fautes se payent 10 fois plus vite et 10 fois plus fort que dans un milieu permissif. Voilà. Et la prison est un milieu le plus dur de tout ça. Tous ceux que j'ai pu pratiquer, c'est quand même la prison. Donc nous, on était en quartier de haute sécurité. Donc on avait chacun une cellule seule. Mais moi, je me suis jamais plaint, en tout cas pendant 2 ans, j'avais pas le droit parce que à côté de nous, il y avait des chambres composées, à côté de nous, dans les quartiers à côté, vous aviez 200 détenus par chambre. On y est allé 1 fois ou 2, c'était horrible. Ils dormaient dans un petit truc comme ça. Ils avaient ça pour dormir. Il y avait un type qui sifflait toutes les demi-heures pour qu'il puisse se retourner pendant la nuit. Enfin, donc quand vous avez vu des gens comme ça, avec de telles conditions d'incarcération, vous avez perdu le droit de vous plaindre. Donc nous, c'était spartiate, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante, on était dans du béton. Mais bon, on s'était organisé. Voilà. Donc moi, je peux pas dire qu'on a été maltraité. Les surveillants ont toujours été corrects à notre égard. On était filmés, par contre, H24, par la présidence, par la primature, par la procureure générale. Bon, ce qui est une violation des droits de l'homme, ça a été constaté par l'ONU. Et là-dessus, on ne laissera pas faire. Mais au-delà de ça, pas de maltraitance, et puis on ne serait pas laissé faire.
Voilà. On voyait tout à l'heure votre fille témoigner pendant justement votre détention, votre captivité. Est-ce que vous avez été mis au courant de tout ce qui avait été fait en France à ce moment-là? Et est-ce que vous avez pu, malgré cet isolement, avoir quand même quelques contacts avec d'abord les autorités françaises à Madagascar et puis avec votre famille, avec vos proches? Alors Constance a fait un magnifique travail de médiatisation de cette affaire, avec mon accord. L'idée, c'était de défendre effectivement mon honneur, parce que Libération avait quand même commis un article m'accusant carrément au début, sans bien sûr vérifier quoi que ce soit. J'étais le barbouze de service et ils sont partis à... Bon voilà, Libération a fait un travail d'amateur là-dessus. Mais sinon, toute la presse a été extrêmement... a dit la vérité, en fait. Il n'y a pas de... Moi, il n'y a pas de... On va rappeler, vous étiez donc vous étiez officier d'actif, vous avez été même chef de corps du régiment de marche du Tchad, et puis après vous êtes parti dans la vie civile et vous avez, on vous dit, alors Étienne de Montetti qui vous consacre, vous a consacré 2 portraits, vous dit que vous avez plein d'idées à la minute, et donc à ce moment-là vous aviez l'idée de faire du business à Madagascar. Exactement. Donc je suis venu pour prendre la direction générale et organiser, structurer une start-up qui faisait de l'annotation de data dans le secteur de l'intelligence artificielle. Je suis resté 1 an. Après la question, je suis parti. Donc la question se posait de monter un fonds d'investissement dans des projets stratégiques, donc éventuellement exploiter de l'or, mais surtout utiliser l'or pour lancer d'autres projets dimensionnants pour le pays. Voilà, donc ça c'était le projet pour Madagascar. Pour Madagascar. Voilà, parce qu'il y a tellement de chantiers à faire dans ce pays que on a que l'embarras du choix. Ça c'était mon objectif. Je n'ai jamais fait de politique. Je n'en ai jamais fait ni en France ni à Madagascar. C'est pour ça que quand j'ai été arrêté, si vous voulez, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. J'ai mis 3 jours à demander aux policiers qui nous gardaient. Je dis mais pourquoi je suis là? Et j'ai essayé d'émettre des trucs. Ils me disaient non, je peux vous assurer que si vous êtes là avec les moyens qu'on a déployés, c'est vraiment que c'est très très grave. Et donc j'ai vu arriver, ça c'était une scène d'anthologie. On était dans une minuscule pièce et j'ai vu arriver en fait la procureure générale avec son fauteuil Chanel. Elle est rentrée dans la pièce. Elle m'attendait. Il y avait 10 policiers autour d'elle dans une toute petite pièce. Elle m'a regardé, elle me dit « Vous savez pourquoi être là ?» Je dis « J'ai hâte de le savoir, madame. Vous êtes là pour atteinte à la sûreté de l'État, tentative d'assassinat du président. » Et je l'ai regardée d'une telle façon qu'elle a répondu en disant « Mais vous savez, je suis quelqu'un de très compétente, c'est pour ça qu'on m'a nommé procureur général. » Et là, je me suis dit « Là, je suis dans de bonnes mains, là, ça va bien se passer. » Ouais, donc c'était... Voilà, et ça a été le sketch après tout le long. Est-ce que vous avez eu accès quand même à certains droits élémentaires de vous défendre? Bah oui, on a eu un avocat, mais l'affaire était jouée d'avance. On savait que les dés étaient pipés. On a eu des messages du président qui sont venus pendant le procès en disant « rassurez-vous » et autres. Mais c'était joué d'avance. En fait, il faut vraiment bien comprendre que c'est pas Radzoel, c'est pas le président malgache qui a lancé le truc. Lui, il s'est retrouvé un petit peu prisonnier, entre guillemets, sauf qu'il n'était pas en prison, de ce jeu-là. Donc on a eu des avocats. Oui, les avocats ont pu venir, mais par contre, avant le procès, on n'a eu aucune visite, c'était interdit. Mais les avocats ont pu venir, ouais. Mais le truc qui a été absolument scandaleux, c'est que je n'ai jamais eu accès ni à un ordinateur, ni à mon iPhone, où j'avais tous les business plans. Donc ils me l'ont donné au procès quasiment. Je suis resté 7 heures à la barre pour me défendre. Et ils m'ont passé l'iPhone, croyant qu'ils allaient me déstabiliser, que j'arriverais pas à retrouver mes documents. Donc j'ai retrouvé rapidement mes documents, et je leur dis, regardez, ça c'est des business plans. Parce qu'en fait, ils accusaient de Sarah First, la boîte qu'on avait montée, d'être un espèce de faux nez permettant de monter un coup d'État, enfin n'importe quoi. Donc je leur ai prouvé qu'il y avait des business plans, et pendant 7 heures, j'ai démonté tous les arguments. Mais ça a servi à rien. Le dossier est vide. On a récupéré une de mes clés USB, et ils sont tellement malins que dans le procès, ils projetaient en fait la date du document qui correspondait à 2 ou 3 jours après mon arrestation. Voilà, donc la pensée magique, j'ai transféré un document rien qu'avec la puissance de mon cerveau sur une clé USB. Donc ils sont même pas embarrassés de monter un dossier solide. C'était vide. Vous parvenez à être transféré en France, ça c'était une des demandes justement de votre fille Constance, qui était venue sur le plateau de Point de Vue. Mais là, vous n'êtes pas libéré. Non, alors que les pénitentiaires qui m'accompagnent me disent, d'abord ils ne mettent pas les menottes, ce qui est plutôt rare, normalement dans un transfèrement, et ils me disent, vous nous ferez une photo quand vous serez sur le perron de l'Élysée avec le président. Bon, moi je pensais vraiment être libéré. Quand j'ai vu la procureure à La Réunion, elle m'a signifié le transfèrement. Et voilà, et quand je suis arrivé à la santé, on m'a fait comprendre, non, vous restez un petit peu au chaud. Enfin, dans l'esprit de tout le monde, je restais un peu au chaud, histoire de dire qu'il y avait une peine qui était quand même... Quand on fait un transfèrement, on accepte la peine. Donc je pouvais pas être libéré dans la foulée, ça c'était pas possible. En revanche, que je fasse 1 ou 2 mois de prison, puis après être libéré grâce à l'aménagement de peine, oui, c'est ce à quoi je m'attendais. Et j'ai vu que ça se reculait, et que le parquet a employé absolument tous les moyens pour pas que je sorte. Ça, ils ont eu...
non seulement ils n'ont utilisé aucune occasion pour pouvoir me sortir, mais ils ont utilisé toute la jurisprudence et tout le droit pour faire en sorte que je ne sorte pas. Et pourquoi, est-ce que vous avez compris pourquoi vous n'avez pas été libéré, ou pourquoi vous n'avez pas pu bénéficier de cet aménagement de peine, ou même pourquoi vous n'avez pas été gracié? Alors, juste 2 points. D'abord, le transfèrement, le président Macron a œuvré. Le président Macron a œuvré aussi pour la grâce. Ça, c'est un fait réel. Il est vraiment personnellement intervenu. Et ça, je l'en remercie. Le président Sarkozy aussi. C'est vraiment impliqué de façon très chaleureuse. Mais après, pourquoi j'ai pas été libéré alors que j'arrivais en France après avoir fait 1 ou 2 mois, ce qui se fait habituellement, pour des gens qui ont vraiment fait quelque chose en plus? Eh bien, écoutez, je sais pas. J'ai quelques petites idées, mais je sais pas pour l'instant. Mais c'était des raisons puissantes quand même. Ça devait être des raisons puissantes. Vous pensez que vous avez été sacrifié aux relations entre Madagascar et Paris, par exemple? C'est une hypothèse possible. Ou faciliter le transfèrement de Paul Maillot. C'est possible aussi. C'était votre... qui était le comparse, celui qui pouvait accéder à la primature. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Peut-être c'est un faisceau de causes. Mais ça me paraît pas assez puissant pour l'expliquer. On verra. Un homme vous a beaucoup soutenu au cours de cette épreuve, vous l'avez dit, c'est Nicolas Sarkozy. Oui. Et il l'a fait de façon vraiment désintéressée, parce que moi je suis pas encarté, je représente pas un enjeu politique particulier au-delà du fait que je suis en prison. Il a d'abord soutenu ma famille, il a reçu mes enfants, il a été un véritable pater familias. Il l'a fait de façon désintéressée, mais je suis pas son seul cas. Il s'est occupé d'un certain nombre d'otages français, sans forcément d'ailleurs sans le médiatiser. Donc il a une présence extrêmement réconfortante. Grâce au lien qu'il avait avec le président Radzoel, il a pu servir de faciliter les choses, parce que les 2 présidents, Macron et Radzoel, leur rapport était extrêmement tendu. Donc il a vraiment aidé au transfèrement, ça c'est sûr. Donc il y a cet aspect, il a aidé le transfèrement et il a été un vrai réconfort pour ma famille. Ça c'est important et j'en suis extrêmement reconnaissant. Vous l'avez rencontré? Oui. Après ça, j'étais même surpris parce que moi, il venait juste d'être libéré de la santé. Moi j'aurais demandé. Donc là vous l'avez rencontré récemment, juste après sa libération? Oui, 3 jours après. Ouais, il nous a reçus rue de Miroménil, de façon extrêmement chaleureuse. Moi je le connaissais pas, Nicolas Sarkozy, au-delà des plateaux télé. Donc j'ai rencontré quelqu'un d'abord extrêmement serein, un peu fatigué, on serait à moins, très déterminé et en même temps très chaleureux. Très chaleureux, j'avais l'impression de le connaître depuis longtemps. Vous avez échangé sur vos détentions? J'ai échangé avec son conseiller pendant qu'il était à la santé pour prendre de ses nouvelles régulièrement. Et moi, de toute façon, le président Sarkozy, c'est un soldat. Vous le mettez dans la difficulté, il se renforce. Voilà. Mais je pense que ce petit passage à la santé a été une faute politique si quelqu'un voulait l'écarter politiquement. Est-ce que les récents événements et le renversement du président Radzoel vous ont ouvert les portes de la prison? A priori, oui. Alors, oui. Mais ça aurait pu me les fermer encore un peu, ça aurait pu les laisser fermer un peu de temps. En fait, le président Macron avait négocié avec son équipe une grâce avec le président Radzoel. Elle devait intervenir en fait à la sortie de l'été. Ça avait été dealé en avril et ça devait être à la sortie de l'été pour pas qu'il y ait concomitance entre le voyage du président et une grâce. Voilà. Donc, quand j'ai vu arriver la fin de l'été, je me suis dit, bon, c'est bon, là, on est proche. Parce que je savais de source sûre que ça allait se faire. Les gens qui me l'avaient dit sont absolument fiables. Or, j'ai vu le début de coup d'État que j'ai suivi de près. Et là, je me suis dit, c'est bon, là, je suis parti pour 2-3 mois de plus, le temps que le nouveau pouvoir soit reconnu, que ça deal et autres. Donc, à ma surprise, on était dimanche, il devait être 22h30. J'entends à l'interphone, monsieur, préparez vos affaires, vous êtes libéré. Donc, je me rapproche, je lui demande de répéter, je dis, c'est une blague? Il me dit, non, c'est pas du tout une blague, vous devez partir avant minuit. Donc, je me suis retrouvé libéré. Donc, en fait, le président Macron a dealé la grâce avec le président Radzoel au pied de l'avion. C'est ce que je sais, de source sûre. Et ensuite, il a été évacué par les Fazoï et les forces de l'océan Indien. Puis il est reparti. Après, il est parti vers Dubaï. Voilà. Un certain nombre de personnes qui ont contribué à vous accuser se retrouvent aujourd'hui poursuivies. Vous allez porter plainte contre elles? Je vais regarder les suites judiciaires. Alors moi, je continue à croire à la justice, mais avec un grand J. J'ai vu à quel point la justice peut être dévoyée, utilisée, et on salit la démocratie. Quand il n'y a plus de justice, il n'y a plus de démocratie. Donc on s'est attaqué à quelque chose de très puissant. Est-ce que je vais porter plainte? Je ferai en sorte d'obtenir justice, ça c'est sûr et certain. Et ça a commencé. Vous êtes libre depuis à peine plus d'un mois.
Comment on vit ces premières heures de liberté? Il y a une phase d'exaltation d'abord. Vous retrouvez votre famille, vos amis, vous êtes bombardé de messages, d'appels. Non, de joie. De joie. Vous retrouvez la nature aussi. Moi, ça me manquait de ne pas voir des arbres, de ne pas marcher. Vous retrouvez ceux que vous aimez. Ça ouvre plein de projets. Non. Quels sont vos projets aujourd'hui? Sur le plan professionnel, c'est de faire du conseil en termes de leadership, parce que j'ai écrit un livre en détention, il faut que je sorte d'ailleurs, sur les 150 mots autour du leadership. Voilà, à partir de 150 mots, vous essayez de comprendre ce qu'est le leadership. Et vous viendrez nous le présenter. Avec plaisir. Merci beaucoup Philippe François d'être venu témoigner sur le plateau de Point de Vue. On se retrouve demain, même heure, même endroit.